Un énorme tigre blanc de haut niveau enchaîné par des chaînes de mages, sans la moindre chance de bouger. Le lanceur de sorts, qui retient à lui seul ce monstre, crie à ses camarades de se dépêcher. C'est leur seule chance. S'ils le tuent, ils pourront remporter la première place. Mais tous leurs efforts sont vains. Soudain, un homme fait irruption sur le champ de bataille, auquel il n'aurait pu s'opposer en aucun cas. Il s'est toujours demandé si la vie était un jeu, et c'est lui qui est toujours au centre de l'attention. Ce type était capable de détruire à lui seul un monstre de haut rang. Il s'appelait le meilleur guerrier du Nord, Zhao Han. Le jeune homme a tranché son adversaire en deux d'un seul coup, ne laissant aucune chance aux autres groupes d'être récompensés pour avoir vaincu ce boss. Les joueurs qui regardèrent cette scène ont remarqué que les compétences de Han en matière de combat s'amélioraient à chaque fois. C'est dommage que ce soit la dernière fois qu'il le voit. Le médecin a dit qu'il ne vivrait pas plus d'une semaine. C'est fini. Au revoir. Monde merveilleux et dégoûtant à la fois. Zhao Han marcha jusqu'au bord du toit. Il ne pouvait plus supporter l'insupportable douleur et le désespoir. À ce moment-là, il reçoit un SMS sur son téléphone. Une invitation au match, mais malheureusement, il ne peut plus y accéder. Déglutissant de peur, l'homme regarde en bas et se rend compte qu'il ne veut pas se séparer de sa vie. Il n'arrive pas à se décider. Mais il n'a pas le choix. Soit le jeune homme meurt dans les affres d'une terrible maladie, soit il peut y mettre fin tout de suite, rapidement et sans douleur. En levant les yeux, Han commence à entendre des bruits étranges. En regardant la ville le soir, le gars remarque que les bâtiments autour de lui commencent à flotter dans ses yeux. Une barre avec le pourcentage de chargement est apparue dans l'espace. L'homme terrifié, qui commence à trembler de peur, ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais à ce moment-là, ses jambes affaiblies lâchent et il glisse du bord du toit. En volant vers le bas, Han s'est rendu compte qu'il ne le pensait pas. Pas comme ça. Alors que sa mort inéluctable se rapproche au fur et à mesure de sa chute, les bâtiments et l'espace autour de lui se déchirent. Qu'est-ce que c'est? Des hallucinations avant la mort? C'est vraiment ce qui se passe? Serait-ce une renaissance? Après avoir dit cela à haute voix, le garçon s'effondra sur le sol. Un nuage de poussière et de saleté s'éleva autour de lui, masquant tout ce qui était arrivé à son corps. La seule chose dont Han se rendit compte, c'est qu'il souffrait terriblement. En regardant sa main, le jeune homme se rendit compte que, pour une raison ou une autre, il n'était pas mort. Il vit un énorme morceau de métal planté dans le sol devant lui et regarda son reflet dans celui-ci. « Pourquoi me suis-je transformé en tigre ?» Han hurle comme un hystérique. En examinant son corps, le garçon essaie de comprendre s'il n'est pas mort. Peut-être que son âme a été transférée dans le jeu. Zing! Système d'erreur activé. Une fenêtre est apparue devant Han, lui disant de ne pas paniquer. Le système lui expliqua qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait été transféré dans le jeu Destruction Contract. C'était le soi-disant système d'erreur, qui avait échappé à tout contrôle, qui l'avait amené dans ce monde. Si l'hôte n'y croit pas, le système lui suggère de regarder autour de lui. Le jeu a fusionné avec le monde réel. Chacun a son propre objectif dans le jeu, en fonction de ses compétences. Ne comprenant pas comment cela s'est produit, Han demande pourquoi il est un tigre blanc s'il est censé être un épéiste gonflé à bloc. Le système d'erreur explique à l'animatrice que c'est parce qu'il a ouvert une prime supplémentaire. Elle se demande si le gars se sent plein d'énergie. Il n'est qu'au niveau 1, mais sa compétence de dextérité à ce niveau est d'un ordre de grandeur supérieur à celle des autres joueurs. Après s'être gratté l'arrière de la tête, Han se rendit compte que cela semblait être vrai. Son corps actuel était bien meilleur que l'ancien. Cela semble ridicule, mais le jeune homme est ravi. Riant joyeusement, il admet que Dieu est très miséricordieux de lui avoir donné une seconde vie. Et cette fois, il pourrait déshonorer sa vie passée en remportant la gloire par le sang. À cet instant, le tonnerre retentit haut dans le ciel. La seconde d'après, le tigre blanc fut frappé par la foudre, le brûlant jusqu'à l'os. Alors que Han, carbonisé, regarde dans le vide, le système s'excuse d'avoir oublié de lui rappeler que le jeu déclenche l'autocontrôle, qui le foudroie en permanence. Saisissant la fenêtre du système qui flotte dans les airs, le type enragé demande en hurlant pourquoi il ne parle de cela que maintenant. Et que doit-il faire s'il ne veut pas mourir foudroyé? Le système lui explique qu'il n'y a que deux façons d'éviter d'être frappé par la foudre. La première est de trouver un mage et de passer un contrat avec lui. La seconde est de redevenir un joueur humain. Mais la manière de procéder n'est pas claire. En levant les yeux au ciel, Han se rend compte qu'il est trop tard pour chercher un mage. Au même moment, un orage éclate et un courant de haute tension se dirige vers l'homme. Bon sang, va-t-il mourir immédiatement après sa renaissance? Alors qu'il y réfléchissait, un éclair l'atteignit et détruisit la zone environnante. Cependant, de manière incompréhensible, dans la seconde qui suivit,
Anne se retrouva dans une forêt de grands arbres. En examinant son corps, l'homme essaie de comprendre s'il est mort. Peut-être renaît-il à nouveau? À ce moment-là, le système a signalé qu'il avait dû utiliser toute son énergie pour le sauver. Il a maintenant besoin d'une pause. Lorsque les regards perplexes de certains monstres sont apparus derrière les arbres, le système a indiqué à l'hôte qu'il ne devait plus compter que sur lui-même. Dès que Han les remarqua, les hyènes de premier niveau sortirent immédiatement de leur cachette. L'homme est hystérique et demande au système pourquoi il l'a déplacé ici. Il aurait pu le mettre en lieu sûr. Le système lui répond qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir et qu'il a dû agir rapidement. Sans lui laisser le temps de réfléchir, les hyènes se jettent immédiatement sur lui. Réalisant qu'il n'a nulle part où fuir, Han saisit la poignée de sa lame et décide de se battre et de tester sa force en même temps. Heureusement, il est doué à l'épée et les mobs de niveau 1 ne lui posent aucun problème. « Allez, à l'attaque! À l'attaque !» cria le garçon en prenant une arme dans son dos. Mais en regardant ce qu'il avait dans la main, le jeune homme fut abasourdi de constater que la lame avait disparu quelque part et qu'il ne tenait plus que la poignée. Lorsqu'il se retourna, il remarqua qu'un des monstres l'attaquait déjà par derrière. Le tigre esquiva le coup de son adversaire d'un seul bond, s'appuya sur l'arbre derrière lui et remit la dague dans son fourreau. Tromperie tout autour. L'équipement aussi laisse à désirer. La seconde d'après, il bondit à nouveau vers la hyène. Saisissant une poignée gainée dans son dos, Han balança l'arme improvisée. Il aimerait signaler à la police une fraude grave de la part de la société de jeu. Immédiatement après avoir dit cela, il frappa le monstre d'une puissante série de coups, le faisant reculer de plusieurs mètres. Incapable de résister à des attaques aussi écrasantes avec le fourreau sur son museau, la hyène est morte. Au bout de quelques minutes, le type se tenait déjà sur la montagne de monstres morts, tenant majestueusement son épée improvisée à la main. Après ce combat acharné, grâce à l'augmentation accélérée de son agilité, son niveau est passé instantanément au niveau 5. Alors qu'il exhibait ses nouvelles statistiques et son nouveau niveau devant lui, il entendit le bruissement de buissons non loin de là. En jetant un coup d'œil frénétique dans cette direction, Han réalisa qu'il n'avait pas encore vu le chef de cet endroit de bas niveau. Il doit se cacher quelque part. Brandissant son fourreau, l'homme se leva d'un bond de son siège, espérant que la victoire sur le boss porterait ses fruits. « Je ne t'épargnerai pas !» cria le tigre blanc en sautant de plusieurs mètres et en portant son arme au-dessus de sa tête. En fait, il s'avère qu'il n'y a pas de patron du tout. Serrant un bâton, une jeune fille aux cheveux roses en pleurs demande de l'aide. En volant vers elle, Han ne se rend pas compte de ce que la jeune fille fait dans la forêt. Se rendant compte qu'il ne peut pas s'arrêter, il lui crie de s'écarter plus vite. Mais il était trop tard. Le tigre blanc a foncé à toute vitesse sur la jeune fille qui se tenait seule dans la forêt. Il la fit tomber au sol et ils s'écrasèrent ensemble contre un arbre. Lorsqu'il réalisa ce qui s'était passé, Han sentit son museau heurter quelque chose de mou. En ouvrant les yeux, il aperçoit devant lui de grandes boîtes à musique. En remarquant cela, Han recula immédiatement, effrayé, à une courte distance. En se détournant, l'homme tousse maladroitement. Secouant la tête d'embarras, le jeune homme lui demande si elle va bien. La jeune fille, effrayée, pensant qu'il est sur le point de la manger, s'excuse en criant qu'elle ne voulait pas le suivre. Le système signale à Han que cette fille est un puissant mage de niveau 5. Assise à genoux, la magicienne explique au tigre qu'elle n'est là que pour passer un contrat avec la bête. Elle ne veut pas lui faire de mal et demande à l'homme de ne pas la tuer. Rassemblant ses pensées, le jeune homme n'arrive pas à croire qu'elle veuille vraiment conclure un contrat avec lui. À ce moment-là, le système informe Hanyu qu'une nouvelle mission a commencé. L'objectif est de conclure un contrat avec un mage en moins d'1 minute. En récompense, il recevra une carte d'expérience en bronze qui lui permettra de passer immédiatement au niveau 10. Il y a vu une grande opportunité. Tout ce qu'il a à faire, c'est de signer un contrat. Non seulement il pourra obtenir la récompense pour avoir accompli la mission, mais il évitera aussi d'être frappé par la foudre. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Déterminé à se montrer sous son meilleur jour pour gagner sa confiance, Han prend une pause mignonne, ronronne et dit qu'il n'est qu'une bête libre. Au même moment, le monstre se jette sur la jeune fille effrayée et sans défense et décide de regarder de plus près ses superbes boombox. Comme un gentleman qui lui prend la main, il lui demande pourquoi elle ne devrait pas passer de contrat avec lui. Cependant, du côté de la mage, on aurait dit que cette bête enragée regardait avidement sa paume, lui disant à quel point la viande était blanche et tendre. En riant, il dit d'un air effrayant quel sera son déjeuner aujourd'hui. En fait, il renifle la fille avec fascination, la suppliant d'être sa maîtresse. Dans sa tête, Han se dit qu'il est un bon acteur. En plus, il est tout doux et tout beau. Le garçon est sûr qu'elle l'aime bien. L'instant d'après,
le jeune homme reçoit une gifle savoureuse de la part de la jeune fille aux cheveux roses, qui s'envole à une courte distance. S'enfuyant, la magicienne effrayée demande de l'aide en criant qu'elle est attaquée par un dangereux tigre. En la regardant, Han ne comprend pas pourquoi elle n'aime pas son corps mignon et duveteux. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait qu'il ne sera pas facile de gagner ses faveurs. Rien à faire. L'homme décide de recourir à des mesures drastiques. Sortant la poignée de son fourreau, Han planta de toutes ses forces la partie tranchante dans sa jambe. Le tigre blanc hurla immédiatement de douleur, essayant d'attirer l'attention de la jeune fille qui s'enfuyait. Saisissant sa jambe blessée et roulant sur le sol, le garçon hurla que si même un beau mage voulait le dompter, il n'aurait aucune chance de se défendre. Hésitant à s'accrocher au bâton, la jeune fille aux cheveux roses se rend compte que c'est une bonne occasion d'attraper le démon tigre. En se détournant, Han sourit sournoisement, satisfait qu'elle soit tombée dans le panneau après tout. La seconde suivante, le mage crée un sort, commençant à passer un contrat avec la bête spirituelle. Le système a alerté le Han enchanté, qui était enchaîné par des entraves florissantes, que le contrat avait été conclu avec succès. Toutes les compétences du maître ont été augmentées de 5 unités. Lorsque le tigre a embrassé avec reconnaissance sa nouvelle maîtresse, le système l'a informé que cette fille s'appelait Gao Dajuan. Avant de disparaître, la fenêtre félicita Han pour avoir réussi la mission et lui donna une carte d'expérience en bronze en guise de récompense. Tandis que sa maîtresse saute joyeusement derrière lui en criant qu'elle a enfin une bête spirituelle, Han regarde son profil avec satisfaction. Il l'a fait, mais le prix à payer est très élevé, il doit même se blesser. Courant vers lui, Dajuan s'accroupit à ses côtés. En approchant soigneusement le bâton de sa blessure, la jeune fille demande au garçon de rester immobile pour qu'elle puisse le soigner. Dès qu'elle commença à lancer le sort, la blessure à la patte du tigre blanc guérit instantanément. Han se lève brusquement et saute sur place, remarquant que c'est comme si la blessure n'avait jamais existé. Dajuan explique que sa blessure était peu profonde et qu'il pourra se rétablir très rapidement. Une fois le contrat signé, ils peuvent se familiariser avec leurs informations respectives. Le fait de ne plus être seul est un sentiment assez étrange pour le jeune homme. C'est alors que la propriétaire l'interpelle. Elle lui dit qu'ils doivent se rendre à un endroit. Lorsque Han lui demanda de quoi elle parlait, la jeune fille répondit qu'ils allaient au donjon du temple ancestral. Le problème, c'est que sa meilleure amie a disparu dans le donjon et qu'elle veut la retrouver, c'est pourquoi elle a besoin d'un animal spirituel. Dajuan, inquiet, n'arrive pas à imaginer comment elle tient le coup en bas. Le garçon s'approche d'elle et lui dit que puisqu'il s'agit du temple de Charon, elle est au bon endroit. Le garçon assure à la jeune fille qu'avec lui, elle est assurée de retrouver son ami. Han explique à l'hôtesse surprise qu'il n'est pas arrivé premier dans le Nord sans raison. Lorsque Dajuan lui demande ce qu'il entend par première place et Nord, il répond que ce n'est rien et lui dit de ne pas s'inquiéter. Quelque temps plus tard, au temple de Charon, un groupe de personnes se prépare à entrer à l'intérieur. Le rouquin à la lance remarque qu'il est étonnant que le jeu soit si incroyable et presque impossible à distinguer de la réalité. Le partenaire qui se tient à côté de lui est d'accord. Sans son expérience personnelle, il n'y aurait jamais cru. Pendant qu'il disait cela, les portes du temple de Charon ont commencé à s'ouvrir lentement. Une fille de leur équipe a annoncé que la porte était sur le point de s'ouvrir. Selon les règles, seules 5 personnes pouvaient entrer. À l'origine, elle devait inviter un autre ami, mais celui-ci a brusquement changé d'avis, si bien qu'il leur manquait une personne. Un homme portant une énorme épée à 2 mains dans le dos, appelant le rouquin Jangan, fit remarquer que c'était lui qui avait organisé cette randonnée. Il se demandait ce qu'ils allèrent faire ensuite. Dajuan s'approche d'eux et leur demande si elle peut se joindre à eux. Elle est également très impatiente d'aller dans le donjon. Un archer de l'escouade, surpris, demande ce qu'une mage de niveau 5 fait ici. Le barbu lui explique que son niveau est trop bas pour rejoindre leur équipe. Ils acceptent les mages de niveau 8 ou plus. En lui tendant la main, le lancier lui dit que ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas assez d'hommes. Le système demanda immédiatement à la jeune fille si elle voulait rejoindre le groupe de Lunjunan. Acceptant l'invitation, le mage les remercia pour cette opportunité. En regardant ses nouveaux coéquipiers, Han remarque qu'ils sont tous de niveau 8 et 9 et bien plus élevés que lui. Mais il ne fait que commencer. Il n'a pas encore montré toutes ses capacités et il sera meilleur qu'eux. Au même moment, les portes du temple de Charon ouvrent complètement le passage à l'intérieur. En entrant, le chef d'escouade demande à ses camarades de faire de leur mieux pour protéger les nouveaux venus et éviter qu'ils ne se fassent tuer. Une fois à l'intérieur, les membres de l'escouade, surpris, commencent à observer leur environnement. C'est donc ça le temple de Charon? Il a l'air spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que ces statues? On dirait des sculptures de jeu. Un mage, un guerrier fou,
un devin, un chevalier. Ange saint, chasseur d'elfes, chasseur de démons. Cela fait 7 spécialisations. En s'enfonçant dans le temple, l'escouade aperçoit une incroyable boule d'énergie. Au même moment, un nombre incroyable de monstres se matérialisa. Junan a crié à ses camarades que leurs affaires étaient mauvaises et que des monstres attaquaient. « 6 morts vivants sont tous au niveau 8 !» Se tournant vers ses co-commandants, le barbu au bouclier leur cria de se préparer au combat. Le type à l'épée à 2 mains demanda à la sœur de niveau 5 de se rendre dans le coin le plus éloigné avec sa bête spirituelle et d'essayer de ne pas mourir. Tandis que le mage et le tigre blanc restent en retrait, les autres membres de l'escouade se précipitent à l'attaque. En regardant avec méfiance, Han, inquiet, remarque que les monstres du temple de Charon ressemblaient autrefois à des gobelins. Que leur est-il arrivé? Se pourrait-il qu'il y ait eu de nombreux changements dans le jeu? Tout en enfonçant sa lance dans l'ennemi, l'homme aux cheveux roux crie à ses camarades de maintenir la formation. Soudain, un monstre de haut niveau jaillit des mobs, se précipitant immédiatement sur l'archer qui se tenait à proximité. D'un seul coup, il transperce la fille de part en part. Sous l'effet d'une attaque aussi puissante, l'archer s'est instantanément écrasé contre le mur opposé. La poussant contre le mur, le monstre lui a aplati le crâne d'un seul coup de pied. L'homme au bouclier ne comprend pas d'où vient un personnage de niveau 10. Ils ont perdu Likin, et au vu de tout cela, c'est définitivement la fin pour eux. Comment peuvent-ils tenir tête à un monstre de niveau 10? Ils ne font pas le poids. Traversant la formation en ruine de l'escouade condamnée, le monstre se jeta immédiatement sur celui qui se tenait derrière tout le monde. La mage n'a aucune chance. Tous ses camarades ont été vaincus et il ne lui reste plus que la mort. Dans la seconde qui suivit, un énorme nuage de poussière s'éleva à cet endroit. Lorsqu'elle s'est dissipée, l'ennemi, qui regarde ses pieds pendant un certain temps, ne peut pas se rendre compte où est passée sa victime. En se retournant, il aperçoit une silhouette mystérieuse dans le brouillard derrière lui. C'était Anne. Il prit sa maîtresse dans ses bras et esquiva l'attaque de ce monstre de haut niveau. Lorsqu'il a demandé à Dajwan si elle allait bien, elle a répondu par l'affirmative et l'a remercié. En regardant Anne, les co-commandants n'arrivent pas à croire que lui, de niveau 5, a évité la frappe mortelle d'un monstre de niveau 10. Quelle vitesse! Et la maniabilité en vaut la peine. Pendant qu'il l'admirait, l'adversaire enragé prit sa forme la plus forte. La propriétaire demande à Zhao Han d'être plus prudent. En activant la carte d'expérience de bronze, le gars m'a dit que ça irait. Un jeune homme promet d'aider une fille à retrouver son ami, et il tient sa promesse. La carte d'expérience de bronze a été activée avec succès. Le niveau de l'hôte est passé au 10e. Le maître a atteint le niveau 10. L'apparence du seigneur tigre démoniaque est activée. Dans la seconde qui suivit, Han saisit le monstre d'une seule patte autour de sa tête. Après une activation réussie, il se transforma en seigneur tigre démoniaque et toutes ses caractéristiques dépassèrent de loin celles de l'ennemi. En regardant cela, les membres de l'escouade ne comprennent pas ce qui se passe ici. Il était monté au niveau 10 ? Ils s'inquiétaient pour ces deux-là alors qu'ils avaient une telle bête à côté d'eux. « Comment oses-tu attaquer ma maîtresse ?» cria Han en assénant son coup le plus fort à son adversaire. Après cette attaque, le monstre s'est envolé dans les airs, perdant la moitié de ses points de colline. Pendant qu'il était là, le tigre blanc sauta, amena sa main pour donner un coup de poing, puis frappa immédiatement son adversaire à la poitrine. Après qu'un monstre aussi puissant ait volé jusqu'au bout de la pièce, laissant derrière lui une énorme traînée de destruction et transperçant le mur de pierre. Les co-commandants n'en croient pas leurs yeux. Ils se sont peut-être trompés de monde. Cette bête spirituelle vient-elle du monde des forts? Remarquant que quelque chose de brillant était tombé de l'ennemi tué, Anne comprit qu'il s'agissait probablement d'un équipement. Le garçon prit ce petit cristal, et l'hôtesse qui s'approcha de lui remarqua que l'objet était très beau. À cet instant, une fenêtre de statue apparaît devant le jeune homme. Il s'agit d'une pierre de furtivité de rang S qui lui permet de lancer une illusion qui augmente ou diminue son niveau aux yeux de l'ennemi. Après avoir lu sa description, Han comprit qu'il s'agissait d'un objet auxiliaire. Pendant qu'il examine la chose, Dajwan crie que les monstres arrivent. Le gars dit qu'il va s'en occuper lui-même et lui demande de s'éloigner. Saisissant la main de la jeune fille têtue, Junan la tire derrière lui criant d'arrêter de rester là et de s'enfuir. Se tenant à l'écart, la troupe observe le tigre blanc se battre seul contre une foule d'ennemis. L'homme au bouclier demande au commandant en chef s'il doit l'aider. Cette bête a du mal à s'en sortir. Junan, abasourdi, répond avec agacement qu'ils ne peuvent même pas le soutenir. Il y a trop de monstres. Alors qu'ils discutent en regardant le carnage, Han, qui est au cœur d'une bataille féroce, commence à battre en retraite en raison de l'importante supériorité numérique de l'ennemi. Peu de temps après, des centaines de morts vivants ont recouvert l'homme sans défense d'une vague d'os et de chair. Mais soudain, à l'épicentre de tout ce qui se passait,
Des rayons lumineux divins ont commencé à jaillir. Dans la seconde qui suivit, Han jaillit de la montagne de cadavres vivants, réduisant la moitié des ennemis en petits morceaux. Sortant son épée de derrière son dos, il commença à découper les monstres un par un, gagnant 100 points d'expérience pour chacun d'entre eux. Avec quelques attaques rapides comme l'éclair, Han abattit presque tous les adversaires sans leur laisser la moindre chance. D'un dernier coup d'ultimatum, le seigneur tigre démoniaque acheva les restes des monstres qui l'attaquaient. « Cool. Cela fait longtemps que je ne me suis pas battu comme ça. » Han cria de contentement en se levant dans une position de victoire. Immédiatement après la fin du combat, le système a informé le gars que son niveau avait été augmenté au niveau 11. Après avoir rangé son épée dans son fourreau, le jeune homme réalisa enfin que seul un seigneur tigre démoniaque pouvait utiliser cette lame. Il avait mal compris le développeur. Le système lui montra la fenêtre de son profil. En plus du niveau 11, il avait ajouté une nouvelle compétence de seigneur de rang S, tigre descendant de la montagne. En regardant Han, le chef d'escouade ne comprend pas ce qui ne va pas avec cette bête. Ils ont du mal comprendre quelque chose. Comment un familier peut-il passer du niveau 5 au niveau 11 ? Oui, un malentendu apparemment. Dajuan courut vers lui et remarqua que Zhao Han avait encore grandi. De plus, il semblait y avoir une compétence de rang S active supplémentaire. Après avoir caressé la joue de sa maîtresse, le garçon lui a demandé amicalement si elle allait bien. Elle a peut-être peur. Confuse, la jeune fille secoua la tête et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Sans le lui dire, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas avoir peur quand Han était près d'elle. Soudain, ils entendent un bruit étrange. Y a-t-il d'autres monstres ? À la même seconde, une brillante lumière divine apparut dans les hauteurs. Cette lumière est si brillante qu'elle peut facilement vous aveugler. C'est une force terrible, et peut-être qu'une nouvelle vague de danger guette ce groupe en perte de vitesse. « Chers aventuriers, nous nous rencontrons !» Une voix mystérieuse s'exprime impérieusement. Cette femme qui leur apparaît des profondeurs du donjon est la déesse Charon. Elle leur dit qu'elle les attend ici depuis 1000 ans et félicite les aventuriers d'avoir reçu une bénédiction divine. Charon permet à chacun d'entre eux de faire un vœu. En la regardant d'un air détendu, les membres de l'escouade ont fait remarquer que puisqu'elle était une déesse, le danger était écarté. Cependant, Han, qui se tient derrière lui, se rend compte que le temple de Haron a changé du tout au tout. La déesse continue de parler, expliquant que pour faire un vœu, il faut respecter les règles suivantes. Tout d'abord, on ne peut pas faire trop de vœux. Deuxièmement, vous ne pouvez pas souhaiter des choses qui nuiront à ce monde. Et la troisième règle, il n'est pas permis de faire d'autres souhaits qui violent les normes généralement acceptées. Sortant de derrière son animal de compagnie, Dajuan s'est excusée et a dit qu'elle voulait savoir où se trouvait son amie Mo Xiaoya. Aaron a dit que Mo Xiaoya était devenue croyante. Elle est maintenant dans une église à Brouche. Elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour la sécurité de son amie. Pleurant de bonheur, Dajuan est très heureux que Xiaoya aille vraiment bien. Tous les autres membres de l'escouade avaient demandé à la déesse Charon de leur fournir les meilleurs équipements. Après avoir confirmé que le souhait est tout à fait raisonnable, la femme l'informe qu'il sera exaucé. Au même moment, les gars reçurent des équipements de rang S, bien qu'ils soient restés au niveau 8. L'homme qui se promenait depuis tout ce temps, avec une longue épée à 2 mains, s'écria joyeusement qu'on lui avait ajouté 2 nouveaux attributs. Encouragé par ce qu'il voit, Han dit à la déesse Haron qu'il veut lui aussi faire un vœu. Le garçon veut devenir humain. La déesse peut exaucer les souhaits. Le jeune homme, fou de joie, se rend compte qu'il peut redevenir un joueur à part entière. En fermant les yeux, Charon dit que le désir est en cours d'évaluation. Après avoir réfléchi, la femme déclare qu'elle s'accomplira. Au même moment, le processus de transformation du tigre blanc en être humain a commencé. En regardant sa main, Han s'est écrié « Ce bonheur est arrivé trop soudainement. Il était enfin un être humain. » Mais alors qu'il se réjouit, la déesse Charon commence à se comporter de façon étrange. Constatant qu'il ne s'est pas complètement transformé, l'homme demande avec colère pourquoi la femme ne lui a pas rendu son apparence d'antan. Le système a affiché un avertissement. La déesse Charon révise ses souhaits. Dangereux, très dangereux. Les globes oculaires de la femme commencèrent à noircir et du sang en sortit. Haron se mit à hurler hystériquement, que le souhait était trop compliqué. Tout est sur le point de se terminer. Quelque chose de surnaturel commença à se produire dans le corps de la déesse. Elle se mit à convulser et à crier. Comprenant où cela menait, Han se tourna vers Dajuan et lui cria d'être plus prudente. Sans hésiter, l'homme s'est jeté sur la fille, essayant de la protéger de la foudre. La plaquant au sol, le jeune homme demande à Dajuan si elle est blessée. La jeune fille, gênée, détourne le regard, répond qu'elle va bien et remercie le jeune homme. Zhao Han est maintenant humain, mais il a toujours ses oreilles d'animal.
Alors qu'ils étaient couchés l'un sur l'autre, un cri perçant se fit entendre tout près. La déesse enfonça son bâton dans le crâne de l'homme à l'épée à 2 mains. Saignant, un homme mourant implore d'être sauvé. C'est grave. Qu'est-il arrivé à la déesse? Que doivent-ils faire? Activant sa capacité de feu, Junan cria à ses camarades qu'ils devaient travailler ensemble pour la tuer. Sautant au-dessus de la hauteur de la déesse indifférente, il brandit sa lance, espérant la planter dans sa tempe. Au moment où il a donné le coup de poing, on pouvait lire la bravoure dans ses yeux et la confiance dans ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais cela ne signifiait rien face à la puissance dévastatrice de la déesse Charon. D'un seul coup de main, la femme projeta l'aventurier sur le sol de pierre. En regardant sous ses pieds, elle vit un autre adversaire sans défense et leva son pied. En voyant l'énorme pied de la déesse, le condamné à la barbe comprit que c'était la fin. L'instant d'après, il se retrouve écrasé par le pied de la déesse Charon. En regardant cet horrible monstre, Han ne comprend pas comment un démon aussi peu scientifique peut apparaître dans un jeu comme celui-ci. Les données du jeu changent-elles de façon aléatoire? Qui est à l'origine de ce phénomène? Dajwan, effrayé, s'empare de lui et lui demande de s'enfuir rapidement, sinon cette femme est trop effrayante. « Maître, cela fait longtemps que vous n'avez pas eu de mission !» crie à l'oreille de Anu le système d'erreur qui s'est réveillé. La nouvelle tâche consiste à tuer la déesse Charon. La récompense est le corps du Seigneur. Pendant la mission, tous les attributs seront doublés. La durée sera d'1 minute, le temps augmentera au fur et à mesure que le niveau augmente. « Ah, tu es réveillé ?» hurla Han, surpris, en jetant un coup d'œil à la fenêtre satisfaite du système. Elle lui répondit que bien sûr, elle devait se réveiller au moment le plus dangereux pour le maître et lui confier une nouvelle tâche. En disant que la récompense pour cette mission était très généreuse, le système a souhaité bonne chance au jeune homme et s'est éteint à nouveau. Abasourdi par la tournure des événements, le jeune homme, en criant, a demandé pourquoi elle était partie au moment le plus critique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'apercevant que son adversaire attaquait, Han repoussa sa maîtresse loin de lui. L'instant d'après, il bloqua ses mains pour tenter de se défendre contre le coup divin de son énorme poing. Cependant, l'attaque était si puissante que l'homme vola jusqu'à l'autre extrémité du temple et s'écrasa contre le mur de pierre à une vitesse phénoménale. La mage effrayée jeta un coup d'œil enthousiaste au jeune homme enveloppé de fumée. Ayant perdu quelques points de vie, Han Tensness s'assoit sur son genou, réalisant que cet adversaire ne sera pas facile à vaincre. Elle est trop forte, et son niveau n'est probablement pas inférieur au 25e. Courant vers le jeune homme, Dajwan a immédiatement commencé à le soigner, lui demandant de ne pas bouger. Elle s'en veut d'être aussi inutile et incapable de faire quoi que ce soit pour l'aider. Regardant avec crainte la déesse Aaron, Han réalise que s'il tombe encore une fois, il mourra. Il doit donc trouver un moyen de s'en sortir par tous les moyens. Mais il était trop tard pour réfléchir. La déesse Hérisson, folle de rage, s'apprête à tout faire exploser. Jetant un coup d'œil aux insectes impuissants, Aaron rit d'un air sinistre. Alors qu'il attend sa mort presque inévitable, Han réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de tricher. Pendant qu'il y pensait, la déesse leur avait déjà asséné son plus puissant coup de poing. Mais l'homme semblait déjà prêt à le faire. La seconde suivante, un grondement assourdissant retentit, balayant tout le sous-sol du temple de Charon. Le poing de la déesse s'arrêta juste devant le visage de Han, brisant l'atmosphère autour de lui à une vitesse fulgurante, provoquant un tel grondement. En jetant un coup d'œil craintif sur ses traits, la femme effrayée ne comprend pas ce qui se passe. En pointant le niveau au-dessus de sa tête, le gars se moque de la déesse en lui criant de continuer. En fait, il a utilisé la pierre furtive pour changer ses données. Il ne pensait pas qu'elle tomberait dans le panneau. 120e niveau? Aaron poussa un cri d'horreur. Réalisant à quel point cet homme est dangereux, elle s'éloigne immédiatement de lui pour se mettre à l'abri. Heureusement, c'est la réaction que Han attendait d'elle. Paniquée, la déesse recula, mais elle trébucha soudain. Se foulant la cheville, la femme tombe au sol avec un grand bruit. Au même moment, le jeune homme activa sa capacité de rang S nouvellement acquise. En se dirigeant vers elle, Han remarque qu'elle est stressée et qu'il est donc possible de l'attaquer en toute sécurité. Compétence de rang S, un tigre descendant de la montagne. « On dirait que tu as été pris au dépourvu !» Le type cria avec assurance, transperçant la déesse Charon de part en part. Lorsqu'il atterrit de l'autre côté, son niveau repasse immédiatement au niveau 11. Se retournant vers Han, la déesse ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il est de niveau 11. Comment a-t-elle pu faire une telle erreur? Se retournant brusquement, le type lui a levé le pouce et a fait remarquer qu'il semblait que l'illusion du 120e niveau n'avait duré que 2 minutes. Mais c'était suffisant. « Adieu, déesse Charon !» marmonna le jeune homme tandis que ces tigres illusoires déchirèrent la femme. Une explosion dévastatrice retentit alors, détruisant complètement la déesse. Lorsqu'elle mourut,
Un petit cristal tomba de nouveau d'elle. Inquiet, Dajwan court vers l'homme et lui demande s'il va bien. Embrassant joyeusement le Han surpris, la fille pousse un soupir de soulagement et dit qu'elle a failli mourir de peur. En se tapotant la tête, le gars ne comprend pas ce qui lui arrive. Je veux dire, il n'y a rien qui cloche chez lui. Le système informe le jeune homme qu'il a obtenu un objet rare appelé pierre de vœu. Se retournant vers la petite chose qui gisait sur le sol, le type a demandé au système d'erreur de quelle sorte de pierre il s'agissait. Elle félicite à nouveau l'hôte, en lui faisant remarquer qu'il a eu beaucoup de chance d'obtenir la pierre de vœu. Lorsque Han a demandé au système quel était l'avantage de cet objet, elle a expliqué qu'il y avait un total de 9 pierres de vœu. S'il pouvait les obtenir toutes, il pourrait faire son vœu et devenir enfin humain. Le garçon se demande s'il serait alors possible d'invoquer un dragon. Le système avec le troupeau répond que non. Devant cette chose incompréhensible, le gars demande où sont les autres pierres, puisqu'il n'y en a que 8. Le système d'erreur suggère qu'il serait possible de trouver d'autres pierres dans la ville de Bruch et conseille au jeune homme de s'y rendre. Mais avant qu'il ne s'y rende, elle décide de distribuer les récompenses. Immédiatement après ces mots, un liquide aux couleurs de l'arc-en-ciel commença à s'écouler de la fenêtre d'erreur. Han, abasourdi, demanda s'il était possible de le faire d'une manière moins dégoûtante. Se bouchant le nez de dégoût, le type remet la pierre de vœu au système, en disant à contre-cœur qu'en faisant cela, le système a ruiné toute l'expérience pour lui. Elle s'est excusée auprès de l'animateur, expliquant que jusqu'à ce qu'elle se réveille complètement, la méthode de distribution des récompenses serait la même. N'est-ce pas excitant? Quelle horreur! Bien sûr que non, s'indigna le jeune homme en prenant la carte. Cette chose s'appelle le corps d'un seigneur. Tous les attributs sont doublés pendant 1 minute. Au fur et à mesure que vous montez en niveau, le temps augmente. Minimum requis, niveau 15. Heureusement, rien n'a été endommagé pendant que Han la sortait de la boue. Il décide de cacher la carte pour ne pas la perdre. S'approchant de lui, Dajwan lui rappelle que tout le monde est mort. Elle lui demande ce qu'ils vont faire ensuite. En la regardant, le jeune homme se souvient que la déesse Charon a dit que son ami se trouvait dans la ville de Bruch. Pourquoi ne pas y aller? Il a aussi des choses à faire là-bas. Saisissant sa main, la jeune fille enthousiaste l'entraîne vers la sortie du temple. Quelques heures plus tard, la ville de Bruch. 2 chevaliers bravos, sous les acclamations du public, se préparent à entamer le combat dans l'arène. 2 filles assises dans les gradins s'écrient amoureusement que Kars est le meilleur. Dajwan, heureux, est surpris de voir que Bru est très vivant. En plus, on peut assister au combat. « Hé, tu es nouveau ici ?» dit une voix inconnue à proximité. Un homme qui se tient à proximité explique qu'il ne s'agit pas d'une démonstration, mais d'un concours pour le droit d'apprendre. Très bientôt, le pays des dieux sera également ouvert, et seules 30 personnes pourront y entrer. C'est à cela que sert le concours. En regardant affectueusement l'un des concurrents, il dit que M. Kars a déjà vaincu 11 personnes. Il était sur le point de remporter la première place. Un vrai héros. Han est très excité par ce qu'il a entendu. C'est intéressant. La Terre des Dieux est une carte de terrain extrêmement rare. Il n'y a jamais joué. À ce moment-là, le système avertit le joueur que le pays des dieux est lié au clan Zoher. La 2e pierre de vœu peut être trouvée dans le pays des dieux. Lorsque Karsu a détruit un autre ennemi, Dajwan, inquiète, suggère au jeune homme de quitter les lieux. Elle sent que quelque chose ne va pas ici. La prenant par la taille, Han demande à la jeune fille de participer au concours. Bégayant, elle refuse craintivement, expliquant qu'elle n'en aura pas le courage et qu'elle n'en sera pas capable. Après avoir commencé à la lécher de tous côtés et à miauler, le gars dit qu'elle est la meilleure et lui demande d'exaucer son vœu. Tout. Ce qu'il a à faire, c'est de s'inscrire. Pour le reste, elle peut l'exaucer. Finalement, la jeune fille accepte à contre-cœur. Han, ravi, va maintenant pouvoir participer au concours et obtenir son galet. S'approchant de la foule, Dajwan, gênée, dit qu'elle aimerait participer et demande où s'inscrire ici. Remarquant les nouveaux venus, les aventuriers ne comprennent pas comment une aventurière de bas niveau peut avoir le courage de venir ici. Par derrière, le juge du concours, un membre du clan Zoher, s'approche d'eux après les avoir salués. L'homme en robe leur explique qu'ils peuvent facilement participer à leur compétition. Ils n'ont qu'à choisir un adversaire qu'ils veulent défier. S'ils gagnent la compétition, le perdant du dessus sera éliminé et le gagnant prendra sa place. Il y a 46 concurrents ici, donc ces deux-là peuvent défier n'importe qui. Sans laisser Dajwan dire quoi que ce soit, Han dit qu'il choisira un adversaire au nom de la maîtresse. Lorsqu'il prononce le nom de son futur adversaire, la jeune fille aux cheveux roses qui se tient à ses côtés est pétrifiée. « Je veux défier Kars », dit le jeune homme avec assurance,
en désignant l'homme dans l'arène. Les gens qui l'entendirent commencèrent à se moquer de lui. Le familier de ce mage doit avoir un problème à la tête, sinon pourquoi aurait-il choisi de défier Kars qui ne connaît pas la défaite? Un mage de niveau 5 et un familier de niveau 3. Une combinaison parfaite. Han utilisa une fois de plus cette inépuisable pierre de furtivité. Heureusement, ils ne se doutèrent de rien. Si Kars perd, Dajwan deviendra le chef et ils assureront leur place au pays des dieux. Le jeune homme s'envole aussitôt et, survolant les spectateurs, demande à pouvoir se battre au nom de sa maîtresse. D'un seul bond dans l'arène, le jeune homme atterrit devant le Kars armé. Se tenant avec assurance devant son adversaire et le narguant du doigt, Han demande à l'homme de l'attaquer. Furieux qu'une bête sauvage ose lui parler ainsi, Kars adopta une position de combat. Les spectateurs exaspérés crient au chevalier de tuer cette bête spirituelle et de lui montrer toute sa puissance. À la même seconde, Kars se leva brusquement de son siège et appliqua la compétence de Rancé, chevalier d'assaut. Brandissant son épée, l'homme s'était déjà préparé à poignarder ce garçon insolent. « Un fer de lance de niveau 3 ne peut pas me vaincre !» hurla rageusement son adversaire, bondissant et pointant sa lame de lance sur le jeune homme. Han lui-même, cependant, écarta les mains, remarquant négligemment que Kars se déplaçait plutôt lentement. « J'avais déjà oublié que j'avais un adversaire en face de moi, » dit le garçon d'un ton moqueur, en donnant un coup de pied à l'homme dans l'aine. « Merde, la brute a compris sa ruse ?» S'éloignant d'un bond du jeune homme, Kars planta sa lance dans le sol. S'accrochant aux boules de Noël, abasourdi par la douleur, l'adversaire dit tranquillement que c'est impossible et qu'il s'agit d'une sorte d'erreur. « Monsieur Kars a-t-il perdu? Vous vous moquez de moi? Il est de niveau 8. Comment peut-il perdre contre une bête spirituelle de niveau 3? Peut-être que Monsieur Kars joue avec lui ?» Tirant la lance du sol et se jetant immédiatement sur Han, l'adversaire furieux cria que le gars n'aurait pas plus de chance. « Je ne ferai plus jamais d'erreur !» cria l'homme en activant la compétence de Rancé Jonction des Ombres. En le regardant d'un air satisfait, Han remarque que cette attaque est plutôt bonne et qu'elle a éveillé son intérêt. L'instant d'après, un grondement sourd retentit dans l'arène et un énorme nuage de poussière s'élève, empêchant les spectateurs de voir la bataille. « Il n'y a aucune chance que Zhao Han perde. Ha 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 ! Une bête spirituelle après l'autre. Cette ordure a osé défier Karsusan lui-même, et maintenant il va avoir ce qu'il mérite. Est-ce là la véritable force de M. Kars? Effrayant. » Dans la fumée, la silhouette d'une créature tenant un adversaire dans une main commence à se dessiner. Lorsque les spectateurs ont vu ce qui se passait, ils ont vu la bête spirituelle soulever le champion invaincu par la peau du cou. « Mesdames et messieurs, j'ai gagné !» s'écrie Han en regardant d'un air narquois les gens autour de lui. Jetant son adversaire hors de l'arène, l'homme a déclaré que la place de l'homme était désormais la sienne. Bon sang, Karsan a perdu contre une bête spirituelle de niveau 3. Quelle horreur! Lorsque Han revint à Dajwang d'un seul bond, le juge du concours félicita sa maîtresse d'être entrée au pays des dieux. Mais avant de distribuer les places, il leur demanda de le suivre. Tandis que l'homme au sourire sinistre leur tourne le dos, la jeune fille joyeuse et son animal spirituel le suivent. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent devant une immense porte en bois. Lorsque les portes s'ouvrent, ils entrent dans une pièce qui ressemble beaucoup à une église. L'homme en robe expliqua qu'il se trouvait ici. Dajwang remarqua avec admiration qu'elle était très belle. Se tournant vers elle, l'homme lui dit qu'il a fait son travail et qu'il est temps pour lui de retourner à ses occupations. Il demande aux invités d'attendre ici. Observant la majestueuse statue d'un héros, Han demande au système s'il est possible de localiser la pierre de vœu. Celle-ci lui répond qu'elle ne peut que sentir sa présence. Mais elle ne pourra pas connaître son emplacement exact, hélas. À ce moment-là, l'homme entend un cri derrière lui. Une femme indignée crie sur quelqu'un, l'accusant de regarder ses seins. L'aventurière aux cheveux blancs crie sa colère contre les personnes qui l'entourent. Un homme moustachu lui demande de se calmer, affirmant qu'ils n'ont rien fait de tel. La dame a peut-être un problème de vue. La femme, exaspérée, saisit l'homme corpulent par la peau du cou et le soulève au-dessus du sol sous le regard médusé de ses camarades. La seconde d'après, elle lança le type sur le moustachu, les plaquant tous deux contre le mur d'en face. Franchissant le mur de pierre, les deux hommes tombent inconscients à proximité. Cette fille est Mo Xiaoya, un ange sacré de 10e niveau. En se retournant, elle remarqua que Dajwan l'appelait joyeusement. Les filles, folles de joie, se sont accrochées et ont commencé à sauter sur place de bonne heure. L'un et l'autre leur manquaient tellement. Cette femme aux cheveux d'or est donc l'amie de Dajwan? Elle en a encore plus que l'hôtesse. Remarquant qu'un homme regardait ses pastèques, Xiaoya l'a regardé d'un air effrayant. Elle a demandé à son ami de l'attendre ici. Elle a une petite affaire à régler. « Il reste un pervers !»
Sortant de son siège, la jeune fille se leva d'un bond et se jeta sur Han, levant la main pour lui asséner un coup de poing. Remarquant la femme qui volait vers lui, l'homme a immédiatement essayé de bloquer son attaque avec ses mains. Cependant, le Xiaoya enragé le percuta avec une telle force que le jeune homme vola à plusieurs mètres de sa position initiale. En atterrissant, l'homme tomba avec fracas sur le sol en bois de l'église. Faisant pivoter sa jambe pour porter un coup fatal, la jeune fille demande à son ami d'attendre un peu. Maintenant, elles vont se rattraper. Mais c'est elle qui doit s'occuper des pervers. Lorsque son pied s'est approché du visage de Han, Dajuan lui a demandé d'attendre un peu et de ne pas frapper ce jeune homme. Après avoir fixé avec haine le Xiaoya qui le regardait, le type vit quelque chose de magnifique devant lui, ce qui fit jaillir le sang de son nez en un flot dense. La prêtresse, surprise, demande à la fille aux cheveux roses si elle connaît ce type. Courant vers elle, Dajuan précise que son ami s'est trompé. C'est son animal spirituel, ce n'est pas un pervers. « C'est vrai, Miaou », dit Han en faisant une jolie grimace à la femme. Sans cesser de miauler, il lui montre ses oreilles d'animal. En le caressant, Xiaoya, qui a pris conscience de la situation, s'excuse auprès du jeune homme. « Rien, Miaou », le garçon lui répond en se blottissant contre ses oignons. Il s'avère que cette fille est très crédule. C'est ce qu'il aime. À ce moment-là, les cloches de l'église ont retenti. Cela signifie que la compétition est terminée. Appelant son amie après elle, la jeune fille dit qu'il était temps pour elle de partir. Si Dajuan a été autorisée à entrer dans la salle d'attente, c'est qu'elle a gagné, n'est-ce pas? La compétition est terminée, et Xiaoya dirige l'équipe avec laquelle ces deux-là iront au pays des dieux. « Waouh, c'est ça !» marmonne joyeusement maîtresse Anya. Piloter un navire volant est le seul moyen d'atteindre les terres des dieux. Alors qu'ils se trouvent sur ce navire avec ses compagnons, Xiaoya leur explique que très bientôt, ils verront le frère du vide, considéré comme un passage vers le pays des dieux. Les aventuriers ravis qui se tiennent à proximité me disent qu'ils ont entendu dire que c'était un spectacle impressionnant. Han, qui regarde vers l'avenir, est d'accord avec eux. Les terres des dieux sont très excitantes. L'approche de cette immense porte d'or est vraiment spectaculaire. Soudain, il y a eu du tonnerre et des éclairs dans le ciel. Merde, c'est une tempête de vide. Un éclair lumineux se produit dans le ciel au-dessus du navire. Une multitude d'éclairs s'abattent sur le pont, tuant plusieurs des occupants. Le navire tout entier est envahi par des appels à l'aide et des cris de mort. « C'est grave, ils ont touché le centre. Merde, c'est effrayant !» Berçant les filles contre elles, Han leur demande de ne pas s'inquiéter. Tout ira bien. Cependant, il ne s'agissait pas d'un orage ordinaire. La matière dans l'espace, à ce moment-là, était en fait un énorme portail. L'instant d'après, le portail les projette tous les trois sur le toit d'un bâtiment médiéval. Passant à travers le plafond, ils sont tombés ensemble sur le sol du deuxième étage de cette structure. Tandis que Dajuan, inquiet, demande à Han s'il va bien, Xiaoya fait remarquer que l'animal de compagnie de son ami est très utile. Grâce à lui, ils sont en vie. Mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, quelqu'un d'autre a atterri derrière eux. C'est un monstre de haut niveau à l'aura incroyablement intimidante. Sans réfléchir, il brandit immédiatement son épée, s'apprêtant à les découper en petits morceaux. À ce moment-là, quelqu'un s'éloigne, sans se rendre compte de ce qui se passe, Dajuan. Saisissant le monstre par la main dans laquelle il tenait l'épée, Han cria à sa maîtresse de se mettre derrière lui. Après avoir dit cela, il a fait demi-tour sur place. Le jeune homme, dans un mouvement rapide comme l'éclair, frappe son adversaire au visage d'un coup de poing. D'un coup aussi puissant, le monstre se retrouva à l'autre bout de la pièce dans la même seconde. À la fin du combat, Han remarque derrière lui une étrange boîte qu'il a accidentellement endommagée pendant le combat. En entendant un bruit étrange provenant de la boîte, l'homme s'est retourné, surpris. On voit de l'électricité pétillante sortir de la boîte. Qu'est-ce que c'est? Prenant place à proximité, le jeune homme remarque que c'est très étrange. Serait-ce parce que l'équipement a mal fonctionné? Xiaoya lui saisit l'épaule et lui explique que le pays des dieux est un endroit étrange et qu'il vaut mieux ne toucher à rien. Sans l'écouter, Han enfonce sa main dans la boîte, ne comprenant pas ce qui effraie la jeune fille. Ce n'est qu'une pile de boîtes. La femme inquiète fait remarquer qu'il est peu probable que des objets de valeur se trouvent à l'intérieur. Au moment où l'homme a touché la boîte, un courant de haute tension les a frappés. Sous l'effet de la contraction instantanée des muscles, les deux se pressèrent l'un contre l'autre et commencèrent à convulser. Dommage, il y avait de la foudre dans cette boîte et ils ont été électrocutés. Le piquet derrière Dajuan utilisa la magie de purification. Xiaoya est immédiatement projeté à une courte distance du type. Au bout d'un moment, les deux sont déjà allongés de part et d'autre de la boîte électrifiée. Lorsque Han, se tenant la tête, se redressa, Dajuan dit avec inquiétude qu'il était tout près et qu'ils avaient failli être électrocutés. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Comment peut-on mettre la foudre dans des boîtes? Vérifiant ses points de vie,
Xiaoya se rappelle qu'elle a déjà dit que la terre des dieux a ses bizarreries. Il va falloir s'y habituer. Regardant Han avec sévérité, la jeune fille dit qu'heureusement, il n'y a pas besoin de changer de vêtements. Sinon, il n'aurait eu qu'à les enlever. Indiquant une porte à proximité, Dajuan les informa qu'elle avait probablement trouvé un moyen de sortir d'ici. Prenant les mains des filles, Han les entraîna derrière lui, leur disant qu'elles devaient aller voir. Il était venu aux terres des dieux pour la pierre de vœux, et elles devaient donc être les premières à s'y rendre. Une fois à l'extérieur, ils constatent qu'ils sont dans une arène. En regardant autour d'eux, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est cet endroit. Un lieu de combat. Tout en haut de cette magnifique structure, le chef des moutons du 13e niveau est assis, tout étonné que 3 personnes soient venues leur rendre visite aujourd'hui. « Frères, attaquez !» crie-t-il en donnant des ordres à ses subordonnés. L'une des foules s'est jetée sur Xiaoya et a hurlé sur la jeune fille en disant que les bêtes ne deviendraient jamais des esclaves. Sortant son épée à 2 mains, la jeune fille bloqua son puissant coup sans même bouger et lâcha ses ailes divines. « Va-t'en !» cria-t-elle en donnant un coup de pied au cul du monstre et en l'envoyant voler. Se levant d'un bond, Xiaoya demande à Dajuan et à sa bête spirituelle de rester ici pendant qu'elle s'envole vers le chef. Han remarque que l'ami de l'hôtesse est très courageux. Plaçant son épée devant elle, la prêtresse utilise la compétence de rang C, frappe divine. Esquivant son attaque, le chef des moutons demanda avec colère à la femme comment elle osait utiliser sa lame contre son peuple. « Tu ne peux pas faire ça devant moi !» il cria et donna un coup de pied à la fille en retour. Sous l'effet d'une attaque aussi puissante, Xiaoya vola vers ses amis, roulant en arrière sur le sol sur plusieurs mètres. Sans réfléchir, le chef des moutons s'est immédiatement jeté sur les aventuriers. Xiaoya demande à son ami de s'enfuir. Ce patron est trop fort et elles ne peuvent pas le gérer. Dajuan, inquiète, dit qu'elle ne laissera pas la fille. « Malheureusement, vous resterez tous ici pour toujours. » Le monstre marmonna sinistrement en brandissant son épée. Que peuvent-ils faire? Ils n'ont aucune chance face à ce monstre. Mais cela ne semblait pas si grave. Han arrêta l'attaque de l'adversaire de haut niveau en saisissant simplement la lame de son épée avec ses doigts. « Impossible. J'ai arrêté mon coup d'une seule main !» s'écrie le chef des moutons stupéfait, en regardant le jeune homme avec horreur. Serrant le poing, Han fit remarquer qu'on ne pouvait même pas se couper les ongles avec un tel couteau. La seconde suivante, le monstre s'envola sous le coup puissant du jeune homme, détruisant tout sur son passage. Comment cela se fait-il? Ce type n'est que de niveau 3, mais il n'a pas pu résister à son coup sans problème. En pointant Han du doigt, Xiaoya, surprise, demande à son amie où elle a déniché une bête spirituelle aussi incroyable. Il est vraiment cool. Dajuan, perplexe, répond qu'elle est sortie d'elle-même. Le boss est de niveau 13. Xiaoya est de niveau 10, mais elle n'a même pas réussi à le toucher. Han est de niveau 11. Et heureusement, il a cette carte de corps de seigneur qui augmente les performances de tous les attributs. Il peut défier ce monstre. S'il le tue, ils pourront peut-être passer à autre chose. Dans ce cas, le gars décide de s'occuper de lui rapidement avec sa compétence unique de rang S. La volonté du chef des brebis est supprimée devant l'autorité et le pouvoir de ce jeune homme. Le monstre ne sait même pas à quoi il peut penser pour survivre. Mais la vérité, c'est qu'il a une idée. Soudain, le chef des brebis tombe à genoux. « Ayez pitié! Ne me tuez pas !» s'écrie-t-il en pleurant, en plantant ses cornes dans le sol. S'arrêtant devant lui, Han tente de comprendre ce qui se passe. Le chef des moutons, levant les yeux, explique que son clan vit ici depuis des générations. Ils ont été punis et humiliés tous les jours. Qu'est-ce que ces gens leur veulent? Le regardant avec perplexité, le garçon ne comprenait toujours pas de quoi parlait son adversaire. Éclatant en sanglots, le monstre hurle au jeune homme de ne pas faire semblant. Il sait que ce garçon est de mèche avec eux. Ils ont brûlé, tué, capturé, mais il n'a rien fait de mal. Il voulait juste montrer que son peuple était prêt à résister. Il ne pensait pas qu'il perdrait à la fin. Merde! Il a l'air si pathétique qu'il est difficile de l'achever, pensa Han avec honte en regardant le chef. Entendant un bruit étrange, la bête cria que c'était très mauvais. 16 gens sont encore là. Qui craint-il tant? Au loin, une petite escouade d'hommes apparaît et entre dans l'arène. Les portes s'ouvrent et des silhouettes d'inconnus en sortent. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, les étrangers ne comprennent pas d'où viennent ces nouveaux visages. Sans s'attarder, l'équipe décide de passer aux choses sérieuses. Cela fait un certain temps, et il est temps de récolter le tribut. Ce sont donc ces personnes que le patron craint tant. Que vont-ils faire? Goûter l'agneau? À la même seconde, l'un des membres de l'équipe de punition s'est jeté sur le mouton et a commencé à lui arracher la fourrure avec ses mains. L'efficacité du bouclage des cheveux est trop faible. Vous n'avez pas besoin de ces cheveux, dit l'homme gonflé à bloc en riant d'un air effrayant. Merde, ce sont des pervers.
En regardant ces gens, Xiaoya a remarqué qu'ils avaient l'impression que leurs yeux brûlaient. Après avoir recueilli la laine dans des paniers, les travailleurs ont dit que c'était suffisant et qu'ils reviendraient plus tard. Il s'agit d'une matière première de grande qualité, nous devons donc nous dépêcher de l'expédier le plus rapidement possible. Hé, ils peuvent aller à l'association de protection des animaux et vous poursuivre en justice, s'indigne Han en s'adressant à ces pervers. S'approchant de lui et lui pétrissant la main, un homme aux cheveux bouclés lui demande qui est ce jeune homme. Les affaires de leur usine de laine F-Four sont sous l'aile du gouvernement. Tandis que Han le regarde avec incompréhension, Xiaoya, frappant du poing sur sa paume, se souvient de quelque chose. 16 djinns qui se tiennent devant eux sont les 4 dieux, la pluie, le tonnerre, le vent et l'électricité dans le pays des dieux, l'usine de laine F-Four. Se plaçant entre eux, la jeune fille dit maladroitement qu'il y a eu un malentendu et qu'ils se sont mal compris. S'approchant de l'un des ouvriers, elle se présenta à lui, expliquant qu'elle était une employée du clan Zuo'er. Ils ont reçu une lettre demandant de l'aide et ont donc amené les aventuriers ici. L'homme surpris remarque maladroitement qu'ils arrivent juste à temps. Il y a une tâche très importante qui nécessite une aide supplémentaire. En le regardant avec ravissement, Han réalisa que les missions pouvaient être émises non seulement par le système, mais aussi par des personnages non-joueurs. Peut-être pourrait-il obtenir une pierre de vœu s'il accomplissait la mission? Se tournant vers Dajuan, il lui dit de se dépêcher d'accomplir sa tâche. La jeune fille a immédiatement levé la main, criant qu'elle était prête à remplir leur mission. En la regardant d'un air satisfait, l'employé a remarqué que la jeune fille était active et agréable. Quelques minutes plus tard, Han et sa maîtresse satisfaite tirent avec irritation sur la laine à l'aide d'une aiguille. Furieux, il a jeté l'aiguille sur la table et a crié qu'il était venu chercher la pierre de vœu. Rien d'autre ne l'intéressait. Prenant la tête avec colère, l'employé lui explique qu'il travaille ici dans l'atelier météorologique et qu'il est responsable de la production du vent, de la pluie, du tonnerre, des nuages et d'autres phénomènes qui sont envoyés chaque jour dans le monde entier. Ce dernier temps, il y a eu une pénurie de fournitures. Si les livraisons s'arrêtent, il y aura des problèmes climatiques, et la tâche de production est donc très importante. Se retournant avec indifférence, Han déclara que le manque de marchandises ne le concernait pas. Il voulait seulement trouver la pierre de vœu. Un homme en costume d'affaires, qui se tient à proximité, lui demande d'attendre un peu. En lui tendant un objet, l'homme se rend compte que ce n'est pas ce qu'il attendait. Il lui demande donc de faire une autre course. Il s'agit d'une tâche plus importante. Lorsque Han demanda en quoi consistait la mission, l'homme expliqua que le but était d'amener l'équipe de transport en toute sécurité jusqu'au port maritime. Après avoir réussi la mission, il recevrait une mystérieuse récompense de rang S. Le jeune homme dit que l'offre est alléchante et l'homme en costume lui donne une carte de l'itinéraire. L'équipe part dans 2 heures. Il n'est pas certain que Han parvienne à obtenir la pierre de vœu, mais la récompense de rang S est plutôt bonne aussi. 2 heures plus tard, une escouade de plusieurs hommes marche tranquillement dans la forêt. Se grattant l'arrière de la tête, Han ne comprend pas pourquoi ils accompagnent ces gens. Ils ont l'air redoutables. En jetant un coup d'œil aux nouveaux venus, l'homme qui marche devant lui explique que cette cargaison de marchandises est toujours surveillée par des pillards et qu'il vaut mieux être aux aguets. Lorsqu'il a demandé à son partenaire qui étaient les maraudeurs, celui-ci a répondu qu'il s'agissait d'un groupe de criminels qui volèrent souvent les caravanes. Au cours de l'année écoulée, ils ont été cambriolés un nombre incalculable de fois et n'ont jamais pu livrer la marchandise. Il s'avère qu'il ne s'agit pas seulement d'un type horrible, mais de toute une bande. « Ah, vous voilà !» entendit soudain la voix d'une femme tout près de lui. Ce guerrier de 13e niveau monté sur un cheval s'appelle Sun Wuji. Après avoir vu la caravane, elle a conseillé aux gardes de lui donner l'argent, et ce beau garçon s'il tenait à leur vie. Qui est ce jeune homme? Le nouvel employé de la boutique de météorologie? Ah, quel arôme! Je n'ai pas senti de viande fraîche depuis longtemps. La jeune fille se réjouit en serrant Han dans ses bras. L'allié de l'homme lui dit de ne pas s'approcher de cette femme. C'est une maraudeuse. Cependant, cette personne n'intéressait pas Wuji, même pas un peu. D'un coup de paume, la jeune fille donna à l'homme une gifle juteuse qui l'éloigna d'elle. Elle descendit de cheval et ordonna à ses soldats de prendre toutes les marchandises, de tuer les femmes et d'envoyer les hommes dans sa chambre. Honoré, rien ne craque? Obéissant à l'ordre de leur commandant en chef, les maraudeurs se sont immédiatement précipités sur la caravane. Sans trop de difficultés, ils s'occupèrent de tous les gardes, les immobilisant par d'habiles coups d'épée. « Vous ne pouvez pas voler les gens !» Dajuan cria en lançant une aiguille de glace sur l'ennemi le plus proche. La soutenant,
Xiaoya s'en prend également à l'ennemi, affirmant qu'ils ont besoin de ces marchandises pour maintenir un climat normal. Vous ne pouvez pas briser le système. Sun Wuji, furieux, ne comprend pas comment ces gamins osent lui résister. À ce moment-là, quelqu'un qui se tenait derrière elle saisit fermement l'épaule de la jeune fille. « J'ai oublié de vous dire que cette cargaison de marchandises est à moi. » Han lui dit sinistrement à l'oreille, l'empêchant de bouger. Puis, d'un geste de la main, il a jeté la jeune fille dans un arbre voisin, ajoutant qu'il n'allait pas la partager. Son partenaire mutilé s'approche de lui et lui demande comment il a fait. Deux guerriers de l'escouade de maraudeurs, voyant comment ce type traite Wuji, décidèrent de venger leur sœur. Cependant, avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Han sortit immédiatement son épée de son fourreau. Exécutant une petite combinaison d'attaque, le jeune homme tailladait ses adversaires, les jetant à bas de leurs chevaux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ces filles. Pourquoi se défoncent-elles avec ces coups? Sont-elles masochistes? Alors que Han, abasourdi, les regardait, une voix se fit entendre dans le ciel. « Joli coup de pied, beau gosse !» hurla Wuji, désemparé, en sautant au-dessus de la tête du gars, se préparant à utiliser sa capacité spéciale. Dans les airs, la femme utilisa ses doigts comme un pistolet et dirigea une décharge d'énergie inconnue directement sur Han. « Bon sang, c'est spectaculaire !» s'écrie le garçon en esquivant avec crainte. Alors qu'il sautait en arrière pour se mettre à l'abri, une énorme explosion en forme de cœur se forma à l'endroit où le projectile avait frappé. L'épicentre devint chaud. Un souffle chaud s'est mis à glisser agréablement sur mon corps. Génial, quelle grande capacité. Heureusement, Han n'a pas été pris, sinon cela aurait ressemblé à ça. Ah, comme un papillon dans un cocon. Tandis que le garçon excité regardait avec passion, Wuji, qui attaquait par derrière, remarqua que l'agilité du jeune homme était peut-être impressionnante, mais que sa vigilance ne l'était pas. Faible. Mais elle l'a sous-estimé. Le type s'est retourné et lui a attrapé le poignet. « Je suis désolé, mais tu vas devoir retirer ce que tu as dit. Vous êtes la seule faible ici. » Han prit la parole en regardant la femme surprise d'un air narquois. L'instant d'après, il assène un coup fulgurant au foie de son adversaire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette fille. Pourquoi aime-t-elle cela? Quelle puissance étonnante. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un tel plaisir. Wuji s'émerveilla soudain. Saisissant les épaules de l'homme, la fille dit qu'elle en veut plus. Han, abasourdi, ne comprend pas d'où viennent tant de pervers. Expliquant qu'il n'avait jamais été confronté à une demande aussi étrange, le jeune homme a attrapé la jeune fille et l'a jetée par-dessus son épaule. Alors qu'il plaquait le pervers au sol, il l'a saisi par le cou et lui a donné un coup de poing. Immédiatement après, Han commence à donner coup sur coup, frappant de toutes ses forces la jeune fille bourdonnante. « Quel homme merveilleux! J'adore ça !» dit Wuji avec bonheur, recevant un autre coup de poing au visage. Allongée sur l'herbe, la jeune fille battue dit tranquillement au jeune homme qu'elle se souvient de lui. Après avoir prononcé ces mots, elle s'est immédiatement évanouie, ce qui a marqué la victoire de Han. Les co-commandants en liesse n'arrivaient pas à croire que cette bête spirituelle de niveau 3 avait vaincu un adversaire de niveau 13. Courant vers Zhao Han, Xiaoya, folle de joie, le qualifie d'extraordinaire et lui demande de lui enseigner ses techniques. Da Zhuang, qui l'admire également, explique que c'est probablement une question de talent. Il n'y a pas de temps à perdre pour apprendre. Soudain, un léger vent souffle, arrachant des brins d'herbe du sol. « Il fait mauvais, le temps se gâte !» Continuez à vous diriger vers votre destination. Le commandant en chef de la caravane conseille à ses camarades de se mettre à l'abri avant que les choses ne tournent au désastre. Nous devons envoyer les nuages, le vent et la pluie à la mer dès que possible. Une demi-heure plus tard, l'escouade est arrivée à bon port. Levant la main, le commandant ordonne aux autres de placer les marchandises dans le conteneur. Chaque zone a son propre code numérique. Les marchandises seront automatiquement enlevées dès que le code correct aura été saisi. C'est fait! Avec ce geste simple, l'homme a créé tout un atelier. Au même moment, des nuages ont commencé à se former dans le ciel. Des nuages sont apparus dans le ciel et il a immédiatement plu. « C'est vraiment à ça que ressemble le pays des dieux? C'est incroyable !» s'exclama Zhao Han. À ce moment-là, des bruits d'épées s'entrechoquant se firent entendre dans l'atelier. Y avait-il vraiment une bataille en cours? Se précipitant brusquement dans cette direction, Han cria qu'il n'avait pas encore reçu sa récompense. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans l'atelier. En courant vers la scène, ils ont remarqué que tout autour d'eux était embrasé par un feu vif. Une foule de gens qu'ils connaissent, avec d'énormes créatures de feu derrière eux, exigent que les dieux leur donnent les clés de l'entrepôt. Sinon, ils les tueront. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gars. Ils semblent avoir bu tellement d'alcool qu'ils ne peuvent même pas tenir tête à des joueurs de bas niveau. L'homme en costume accuse le troisième homme, disant que sa tête est en train de se fendre. Le chauve, qui se tient le ventre,
fait remarquer qu'il a besoin d'aller aux toilettes. « Arrêtez vos conneries! Tuons-les et prenons les clés !» hurla Car, en colère, à la tête de l'escouade et en tirant sa lance vers l'avant. Soudain, on entendit le bruit d'un coup d'épée. L'arme de l'homme est soudain coupée en deux. « Hé Cars, c'est trop! Je n'ai pas encore récupéré ma récompense! Reste en dehors de ça !» prononça Anne en atterrissant à côté de lui. Au même moment, Cars reçoit un coup de pied si violent que du sang jaillit de sa bouche. Après cette attaque, l'ennemi s'envola à quelques mètres, traînant son dos au sol. Oubliant le faible, le type pointa la lame de son épée vers les autres. « Si vous osez vous opposer à moi, je vous tue !» dit Anne d'un ton sinistre, en les menaçant de son épée. Allongé sur le dos, Cars ne comprend pas pourquoi cette bête spirituelle se trouve également ici. Se pourrait-il qu'il ait lui aussi signé un contrat avec Kulu-san pour piller l'atelier? Non! Le géant de feu de Monsieur Kulu va s'opposer à lui et l'écraser sans la moindre chance! Monsieur Kulu? Encore ce nom? La situation de Han était particulièrement ennuyeuse. D'un coup d'épée, il éventre le géant de feu. Au même moment, un second géant se précipita vers Han. Guy frappe à nouveau avec un nouveau coup d'estoc. Il compte désormais 2 géants vaincus à son actif. Le capitaine Cars n'en croit pas ses yeux. Pourquoi les géants du feu sont-ils si vulnérables? Mo Xiaoya n'apprécie pas le comportement des autres guerriers, car elle a travaillé dur pour les aider, mais ils sont du mauvais côté. Cars explique qu'ils sont comme tous les autres joueurs, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir de l'argent et de l'équipement. Xiaoya est irritée par les actions de Cars et de sa bande. Elle ne permettra pas la débauche sur les terres sacrées des dieux. L'un des membres de la bande a remarqué le danger qui s'approchait et a suggéré de s'enfuir. La blonde tourna également son attention vers la menace qui se profilait à l'horizon. Une énorme boule d'énergie bleue s'approche d'eux. La jeune fille hésite et n'a pas le temps d'esquiver l'attaque soudaine de son adversaire. Anne a attiré l'attention de la blonde, et à ce moment-là, ils ont entendu une voix inconnue. C'était le même Monsieur Kulu chevauchant un ours. Son identité n'est pas connue, si ce n'est qu'il est de niveau 18 et qu'il a un grand nombre d'animaux différents sous ses ordres. Il a manifestement un droit sur cette terre. Les 4 dieux n'ont pas apprécié que Kulu menace tout le monde de représailles. Ils sont prêts à se battre. Désormais, tout le monde connaîtra le pouvoir des 4 divins. Monsieur Kulu promet de montrer tout ce qu'il sait faire et utilise à nouveau sa compétence magique. Le dieu du vent repoussa l'attaque, c'était assez facile. Mais juste après cela, il est tombé très malade. Il semble avoir travaillé trop dur et n'a plus d'énergie pour se battre. Monsieur Kulu se réjouit que des personnages aussi pathétiques aient été placés pour protéger le trésor. Zhao Han était indigné. Après tout, il n'avait pas encore reçu la récompense pour la mission qu'il avait accomplie. L'un des dieux a offert une récompense à l'homme. Peut-être que cette chose l'aidera. À la grande déception de Han, il ne s'agissait pas d'une pierre de vœu. Il s'agissait d'une pierre électrique de rang S qui pouvait être intégrée à des armes et conférer aux attaques des effets de foudre critiques. C'est alors que Kulu-san exigea que l'atelier soit placé sous son contrôle et ordonna à ses bêtes spirituelles d'attaquer. Han était confus, car il y avait tant de bêtes. Le système laissait entendre que toutes ces bêtes invoquées étaient des esclaves que Kulu avait forcés à travailler pour lui. Il serait peut-être possible de les faire changer d'avis. Zhao Han a compris ce qui se passait et a eu une idée sur la façon de s'y prendre. Il s'est brusquement mis à genoux et est devenu un acteur dramaturgique. Les bêtes s'arrêtèrent et regardèrent fixement. Han essuya de toutes ses forces de fausses larmes. Pourquoi toutes ces pauvres bêtes sont-elles forcées de devenir les outils des humains? Les bêtes invoquées remarquèrent que le tigre était aussi l'animal spirituel de quelqu'un. Ils commencèrent à discuter de ce qui se passait, car il avait raison. Ils ne devaient pas descendre à un niveau aussi bas et tuer leur propre espèce. Levant brusquement le drapeau rouge au-dessus de sa tête, Han suggéra que les bêtes invoquées se révoltent contre les humains. Les animaux, inspirés par les paroles du tigre, sont prêts à se révolter. Ainsi, après quelques phrases fortes, les bêtes se retrouvèrent aux côtés de Zhao Han. Monsieur Kulu ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Les dieux eux-mêmes n'en croyaient pas leurs yeux. Xiaoya et Dajuan étaient également choqués par ce qui se passait. Kulu saisit son épée et menace de massacrer tous ceux qui osent s'opposer à lui. Les bêtes rugissent et sont prêtes à défendre leurs droits et leur liberté. Monsieur Kulu commença à se battre contre les bêtes qu'il avait invoquées. Il s'est occupé de chaque bête très rapidement. Le plan de Han a fonctionné. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il soit épuisé et à le combattre nous-mêmes. Mais Monsieur Kulu a vaincu tout le monde très rapidement et se dirige maintenant vers l'ultime rebelle. Il assomma Han avec son attaque. Ce type pensait-il pouvoir tromper tout le monde aussi facilement, alors que Kulu était bien plus expérimenté. Zhao Han s'envola rapidement pour échapper à l'attaque, et Mo Xiaoya se précipita à son secours. Ayant réussi à l'attraper, Xiaoya l'avertit qu'il ne pourra pas affronter cet adversaire seul. Blonde demande à reporter le combat, et combattra son adversaire à un autre moment.
Après avoir contemplé les charmes de MLL Xiaoya, le nez de Han saigne à nouveau. La fille eut peur pour lui, pensant qu'il était gravement blessé. Mais Han dit que ce n'était qu'une petite hémorragie due à l'attaque de l'ennemi. Pendant ce temps, Kulu-san continue d'achever les bêtes invoquées restantes. Remarquant que l'homme tente de s'échapper, Kulu se prépare à une nouvelle attaque. Il se soulève très fort du sol et se précipite vers Han et Xiaoya. En un clin d'œil, Kulu-san s'est approché du couple. Mo Xiaoya eut à peine le temps de se protéger et de protéger Han de l'attaque en déployant ses ailes magiques. L'impact est si fort que les deux hommes tombent au sol avec fracas. Madame Xiaoya pouvait à peine parler. Elle a demandé à prendre son ami et à s'enfuir. Il était peu probable qu'elle puisse faire quoi que ce soit contre M. Kulu maintenant. L'idiot a blessé Mademoiselle Xiaoya, et Han considère sa fuite comme une lâcheté. Dajuan utilise la magie curative pour ramener son ami à la raison. M. Kulu a l'intention d'en finir avec ce jeune homme mou. Il est stupide de faire preuve d'un tel courage face à une mort imminente. Kulu donne un coup de poing au corps, mais Han disparaît. Le jeune homme aux cheveux bleus ne comprend pas ce qui vient de se passer. Zhao Han apparut en plein volume, l'épée à la main enveloppée d'une multitude d'éclairs. Son adversaire surpassait Han de 7 niveaux, et il n'aurait pas pu rivaliser avec lui dans une situation normale. Mais Han a l'avantage de la vitesse. De plus, si vous ajoutez l'attribut de coup critique de la pierre qu'il a reçue, il pourrait bien le combattre. Han a donc aussi des cartes à jouer et des chances de gagner. Zhao Han se précipite vers M. Kulu. Kulu était prêt à repousser l'attaque et l'attaqua à son tour. Mais ce dernier se contenta de trancher l'air devant lui, tandis que Han atterrissait sur le dos. Zhao Han tente de frapper le dos exposé de son adversaire. Kulu remarque que Han essaie d'attaquer furtivement. L'homme aux cheveux bleus tente à nouveau de repousser son adversaire, mais la vitesse de Han est plusieurs fois supérieure. Han se déplace comme la bête la plus rapide. Un humain ne peut pas suivre sa vitesse. Zhao Han nargue son adversaire de toutes les manières possibles, l'amenant à baisser sa garde. Plusieurs éclairs frappent M. Kulu. En raison de la tension électrique, son corps est pratiquement raide. Les dieux s'étonnent de la rapidité avec laquelle l'homme s'est adapté à l'utilisation de la pierre magique. Sentant les ondulations se terminer, Kulu tente de s'échapper du champ de bataille. Han traque son adversaire, mais après avoir fulminé qu'il les détruirait tous, Kulu a décidé de s'enfuir. Zhao Han exige que le combat se poursuive, mais Kulu continue de s'enfuir. Il promet de revenir la prochaine fois et de terminer ce qu'il a commencé. L'homme s'élance avec son épée, mais la cible disparaît de son champ de vision. Kulu-san avait réussi à utiliser une compétence de téléportation ou quelque chose comme ça. Les filles voient que l'agresseur s'est échappé et s'en réjouissent même un peu, car il ne sert plus à rien de se battre. Mais Han veut reprendre le combat au plus vite et demande à Kars de trouver le repère de Kulu. En regardant autour d'eux, le groupe d'aventuriers ne trouve aucune trace de Kars et de sa bande. Lui et les autres membres de l'équipe se sont enfuis, la queue basse, en criant qu'ils ne savaient rien. Les dieux remercient l'homme pour son aide et lui proposent de se reposer pendant qu'il s'occupe des problèmes qui ont surgi. Pendant que les dieux nettoient la scène, ils demandent à l'homme de choisir n'importe quelle pièce de l'atelier pour se reposer. Au bout d'un moment, l'homme s'est allongé sur l'immense lit moelleux. Il était temps de passer une bonne nuit de repos. En si peu de temps, beaucoup d'événements se sont produits, et le gars a eu de la chance de rester en vie. Mais il ne faut pas se relâcher. Il faut trouver d'autres pierres de vœux plus rapidement. Soudain, quelqu'un fait irruption dans la pièce. C'était la fille maraudeuse de la forêt. Depuis que Han a réussi à la vaincre à la loyale, elle ne peut plus retourner à la base et n'a nulle part où aller. Maintenant, c'est simple. Il doit l'épouser et être responsable d'elle. En repoussant la jeune fille, l'homme lui a dit que ce n'était pas son problème de savoir où elle devait aller maintenant. Wuji l'embrasse et lui dit qu'elle est prête à vivre avec lui, même dans une grotte. Elle n'hésite pas à tout faire elle-même pour montrer qu'elle est sérieuse. Elle est prête à tout pour cela. Il ne peut même pas bouger. Zhao Han demande d'arrêter ce genre de choses. Il est encore trop jeune pour cela, et la fille devrait partir immédiatement. Wuji est incapable de retourner à la base du seigneur Kulu et demande à Han de faire de son mieux pour la mettre à l'abri. En entendant de qui relevait cette fille, le visage de Zhao Han changea immédiatement. Si elle travaillait vraiment pour M. Kulu, elle devait posséder des informations très utiles.